je vais commencer notre programme. Mais merci beaucoup tous ceux et celles qui sont présents pour le webinaire de clôture de l'espace d'innovation du réseau Matériaux Renouvelables Québec. Donc, pour... Attendez un petit peu... Le réseau, ceux qui ne le connaissent pas, je vais le décrire brièvement. Ça réunit des universités, des centres collégiaux de transfert technologique, puis des partenaires du milieu qui sont utilisateurs des résultats de la recherche. Puis, la mission du réseau, c'est de stimuler le processus d'innovation et de transfert technologique dans les domaines de la conception, la caractérisation, l'utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables au Québec. Il y a 4 axes de recherche dans le réseau. Donc, le premier, c'est de caractériser la matière première pour optimiser la production des matériaux renouvelables. Puis, le porteur d'axe, c'est Ahmed Kouba, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, il y a l'axe concevoir des produits, des systèmes et des bâtiments éco-responsables, qui est porté par Véronique Landry, qui est à l'Université Laval, puis qui est une de nos mentors aujourd'hui. Il y a également l'axe valoriser des coproduits par une approche de bioraffinage qui est portée par Jean-Michel Lavoie, puis analyser la relation entre les matériaux renouvelables et l'économie, l'environnement et la société qui est portée par Maude Flamand-Hubert qui est à l'Université Laval et l'une de nos mentors. Il y a différents programmes qui ont été mis en place par le réseau MRQ pour pouvoir favoriser l'innovation, dont l'espace d'innovation. En gros, ça, c'est vraiment notre programme chouchou parce qu'il s'inscrit vraiment dans la mission du réseau. Ça permet de stimuler les nouvelles collaborations, l'innovation rapide. Ça émane des besoins des partenaires du milieu. Puis, ça permet aux étudiants de vivre une expérience qui est vraiment unique et enrichissante. Puis, grosso modo, pendant une semaine, il y a une équipe multidisciplinaire qui s'est rencontrée, qui a travaillé ensemble à tous les jours, vraiment de façon intensive. Puis, ils ont travaillé sur un défi de recherche qui était ciblé pour apporter des pistes de solutions. Et cette équipe, je vous la présente. Il y en a, bien, en fait, ils sont aussi tous présents là, dans la liste des participants, si vous prenez le temps de regarder. Il y a Baptiste Giorgio de l'Université Laval, Morgane Bousquet de l'Université Laval et Louis-Joseph Roy de l'Université Laval, qui tous les trois étaient nos participants étudiants, puis c'est ceux qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied toute la semaine là, sur le sujet. Ensuite, il y avait Hélène et moi-même qui étaient plutôt un support. Donc, moi, je m'occupais plus de la coordination, puis Hélène était le support administratif pour toute la semaine. On a 5 mentors qui ont appuyé les étudiants lors de réunions clés, puis qu'ils ont encadré. Donc, Sylvain Gagnon et Christelle Debrouwer de chez FP Innovation, Gérald Beaulieu de chez Sicobois, puis Maude Flamand-Hubert et Véronique Landry, toutes deux à l'Université Laval. Puis, pour cette deuxième édition, la question qu'on avait lancée aux étudiants, bien, c'était comment on peut accompagner la prise de décision des communautés locales dans la construction d'infrastructures afin d'optimiser l'empreinte socio-économique et environnementale et répondre aux changements sociaux qui caractérisent ces communautés. Cette question-là s'inscrivait dans 2 des axes du réseau, soit l'axe concevoir et analyser, qui sont justement nos 2 porteuses d'axes sont justement 2 de nos mentors. Sans plus tarder, je cède la parole à Baptiste. Donc, pour répondre à cette question, on a commencé par analyser le contexte sous plusieurs axes pour comprendre pourquoi le bois n'est pas utilisé massivement dans la construction d'infrastructures. Donc, d'abord, le contexte environnemental. Bon, on n'a pas fait une étude trop détaillée parce qu'il ne s'agissait pas ici de tomber dans une éloge du bois. Mais on a relevé que l'aspect environnemental, de manière générale, est favorable à l'utilisation du bois, qu'il y a des processus, que les processus d'évaluation de l'analyse de cycle de vie des bâtiments est encore très complexe par des données qui sont très variables et difficiles à obtenir en raison du large choix de matériaux, de leur spécificité, des méthodes d'assemblage et de la décentralisation des industries dans la production de ces matériaux qui génèrent des impacts très variés en fonction notamment du transport, par exemple. Donc, dans ce contexte, vis-à-vis du contexte environnemental, on a défini des enjeux qui sont développer des chaînes d'approvisionnement locales afin de diminuer l'impact du transport,
de développer un parc industriel permettant une transformation locale en produits d'ingénierie à haute valeur ajoutée pour la filière bois, et de faciliter les méthodes d'analyse de cycle de vie et l'accès aux données avec peut-être des outils beaucoup plus simples à utiliser, notamment en avant-projet, par exemple. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Au niveau du contexte technique, de manière générale, il y a une bonne connaissance du matériau bois au Québec et de sa mise en œuvre dans la construction. Il y a également de multiples innovations techniques qui ont permis au bois de s'adapter aux différentes normes et aux besoins de la société, notamment aux normes exigeantes pour la sécurité incendie, etc., pour permettre la construction de bâtiments assez imposants. En revanche, ce qu'on note, c'est que dans la formation, les techniques de la construction bois représentent souvent une spécialisation en dehors d'un cursus général. On note également que dans l'industrie de la construction de manière générale, on a un manque de main-d'œuvre et que donc, quand on cherche une main-d'œuvre spécialisée pour la construction bois, elle se fait d'autant plus rare. Enfin, la phase de conception pour des projets en bois est souvent plus longue, alors qu'on a une phase chantier souvent plus rapide en comparaison. Mais ça impose un petit changement dans la mentalité et dans les processus de gestion de projet. Donc, au niveau de ces enjeux, on a l'intégration de la technique de mise en œuvre et de construction bois à toutes les échelles. Donc, l'intégration des formations, pardon. Donc, architectes, ingénieurs, techniciens du bâtiment, mais aussi dans les formations pour la main-d'œuvre spécialisée, qui manque cruellement dans cette filière. Nous devons aussi intégrer des contraintes liées à la construction bois dans les différentes phases de processus de projet et favoriser la mise en place d'outils éprouvés et standardisés pour la gestion des projets en bois. Cet enjeu découle d'un constat, par exemple, pour les projets en béton, on a un devis ou un fichier Excel qui est quasiment prêt et où il ne reste plus qu'à changer quelques données pour l'envoyer. Et ce genre de document manque cruellement dans la filière bois où à chaque fois on va recommencer une étude parce qu'on n'a pas forcément les projets similaires dans notre expérience antérieure qui nous permettent d'avoir ce background de documents et de connaissances. Et enfin, assouplir les modalités de gestion de projet pour favoriser l'émergence de partenariats multidisciplinaires. En effet, on note que c'est assez peu courant de trouver des processus de conception intégrés dans les marchés publics, ce qui est inhérent à leur gestion. Mais pour favoriser l'émergence de la construction bois, on pense que c'est quelque chose de nécessaire et que ça ne fera qu'augmenter la qualité des constructions produites. Et à ce moment-là, j'en profiter pour parler du contexte économique. Tout d'abord, là, vous pouvez voir depuis le début que d'avoir des frontières étanches entre les contextes, c'est plutôt contre-productif. Mais dans cet esprit-là, dans le contexte économique, on se rend compte qu'il y a une déconnexion entre la production de bois, donc l'aménagement forestier qui est en place au Québec, et la production de bois d'œuvre. Mais c'est attendu dans un aménagement écosystémique que la production d'un tel ou tel produit ne soit pas 100% optimale. Donc, effectivement. Mais pour plus caractériser cette déconnexion-là, on s'est rendu compte que, effectivement, la demande de bois d'œuvre est assez variable, donc est en fonction des projets, puis elle est également très sensible au marché, donc au prix du bois, tandis qu'à l'inverse, l'offre du produit du bois d'œuvre est plutôt stable et quand même facile à prévoir. Donc, ça passe par le calcul des possibilités forestières ou tout simplement par les plans d'exploitation des usines. Et finalement, aussi d'un plan économique, on s'est rendu compte que les acteurs qui se retrouvent au milieu de cette discussion-là, qui sont souvent les usines de coupe, ont aussi des enjeux et des défis qui leur sont propres, comme une communication entre les acteurs,
l'hétérogénéité des forêts, donc l'accès à la ressource, donc tout ça. Donc ça rajoute encore à la déconnexion. Et puis, finalement, il y a aussi l'investissement dans les filières bois qui sont moins importantes. Donc, ça amène un manque d'outils puis de conception puis de production préétablie par rapport aux autres filières. Par contre, une note sur ce contexte économique-là, il faut voir que des problèmes organisationnels comme ceux-là sont aussi présents dans les autres filières. Donc, si on regarde du côté de l'acier ou du béton, on voit aussi qu'ils ont des problèmes, je ne dirais pas similaires parce que c'est plus appliqué à leurs univers, mais c'est quand même bien de le noter. Du côté des enjeux, donc, on a essayé de tout faire bouillir ça sur des enjeux qui sont faciles à reconnaître. Donc, effectivement, améliorer la communication interdisciplinaire avec tous les acteurs des processus de construction de bois. Comprendre et s'adapter de façon plus proactive à la fluctuation économique du bois, que ce soit saisonnière ou tout simplement avec la production des produits à haute valeur ajoutée. Et également réduire les obstacles à la synchronicité entre la demande du bois d'œuvre et l'aménagement forestier. Donc, dans les stratégies d'exploitation, les stratégies d'aménagement forestier du Québec. On peut passer à la prochaine. Il y a également, finalement, le dernier contexte qu'on a décrit, c'est le contexte social. Laissez-moi tourner la page de mes notes. Donc, dans le contexte social et culturel, on s'est penché aussi beaucoup sur la perception du bois. Premièrement, j'aimerais amener le point, là, je pense qu'on a mis à la troisième case. Non, c'est ça, à la dernière case. Donc, tu sais, quand on dit qu'avec le bois, ça coûte toujours plus cher, que les entrepreneurs, les professionnels ont un manque de confiance vers le bois parce qu'ils ont peut-être une expertise, comme on a dit plus tôt, qui est moins définie. La durabilité du matériau, ses performances techniques, est-ce que le bois, ça brûle? Donc, toutes ces perceptions-là, qui ne sont pas tous fondées, nuisent à l'utilisation du bois, bien évidemment. Mais en contrepartie, on voit des constats qui nous permettent de dire que l'utilisation du bois devrait, ou du moins est, de plus en plus importante. Donc, premièrement, il y a deux tendances contradictoires. D'un côté, la densification des zones urbaines majeures, qui demandent des édifices de plus grande envergure. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a un désir de la population de s'inscrire dans une démarche plus environnementale pour leur mode de vie, qui s'inscrit souvent en région. Donc, on voit aussi un exode rural. Finalement, mais juste un point intéressant, sachant qu'en Amérique du Nord, les gens passent 88% de leur temps à l'intérieur, c'est sûr que les propriétés techniques du bois, pas juste de la performance, mais aussi de l'esthétique et tout ça, c'est assez important. Donc, de tous ces constats-là, on a également décrit 3 enjeux. Donc, informer et sensibiliser la population à l'utilisation du bois dans la construction. Donc, c'est un enjeu qui est adressé à tous les jours par différents acteurs, mais c'est encore un enjeu. Donc, voilà. Il faut également annihiler les préjugés sociaux au regard du matériau bois. Donc, c'est en relation, mais effectivement, s'adresser à la perception défavorable de l'utilisation du bois. Et finalement, l'adaptation des espaces de vie de travail face au changement et évolution des besoins de la société. Donc, d'inclure le bois justement dans les modes de vie des gens pour dresser des modèles, finalement. Prochaine slide. Donc, Morgane. Merci. Bonjour, donc nous allons passer au vif du sujet. Donc, il s'agit de l'aide à la décision dans les processus d'évaluation de projets municipaux. Donc, tout d'abord, on va passer un petit peu rapidement sur le cadre législatif. Donc, en premier, on a donc un cadre législatif à l'échelle nationale, notamment avec le Code national du bâtiment, pardon. À l'échelle provinciale, donc pour les municipalités, on peut citer le Code municipal du Québec, la loi sur les cités et les villes, la charte du bois. Et pour les constructeurs, la loi sur les bâtiments du Québec, le code de la construction et le code de sécurité, qui sont des documents qui sont régis, qui sont faits par la Régie du bâtiment du Québec. Et à l'échelle municipale, il y a tout un tas de documents qui sont faits aussi.
comme par exemple le plan d'urbanisme, le schéma d'aménagement et de développement, le plan de développement de la zone agricole, etc. Ce sont des documents qui sont donc plus restrictifs que ceux faits à l'échelle nationale et provinciale. Et notamment, par exemple, le plan d'urbanisme, il va définir notamment les gabarits des bâtiments, par exemple. Il peut définir aussi les matériaux qu'il veut employer, les hauteurs et tout un tas de petites réglementations un peu plus spécifiques quant à l'urbanisme et au bâtiment et à l'architecture. Donc maintenant, nous allons passer sur le processus d'évaluation de projet. Donc, comment ça se passe? Donc, la municipalité va identifier un besoin. Donc, par exemple, voilà, la construction d'une école. Elle va lancer un appel à projet. Donc, cet appel à projet, il doit être donc diffusé sur une plateforme officielle d'appel à projet, mais également, il faut aussi qu'elle soit diffusée dans un média local. Donc, ça peut être un journal, la radio, peu importe. Par la suite, donc, les architectes, ingénieurs, techniciens vont faire des propositions de projets qu'ils vont transmettre donc, à la municipalité. En troisième phase, donc, on a des évaluateurs, donc, qui sont au minimum 3. Donc, il y a 3 évaluateurs qui sont complètement externes au fonctionnement de la municipalité et qui vont s'occuper de faire la première sélection des projets qui arrivent. Donc, ils vont sélectionner, donc ils vont appliquer donc des scores. Ils vont noter chacune des propositions de projet et puis ils vont sélectionner donc les meilleurs qui vont ensuite par la suite en joindre donc au conseil municipal qui va prendre la décision finale. Donc le conseil municipal est constitué d'élus municipaux. Donc au minimum ils sont 6 et puis du maire. Le maire ne prend pas forcément part au vote, mais il peut le faire s'il y a une égalité parfaite pour trancher. Il faut savoir que donc la décision, il faut savoir que nous on s'est nous sommes surtout posé la question sur qu'est-ce qui se passe au niveau de cette première sélection, au niveau des évaluateurs, comment ça marche. Donc, d'un point de vue plus théorique, on s'est appuyé sur la loi sur les cités et les villes, donc pour définir un petit peu qu'est-ce que c'était ce système d'évaluation de projet, puisque dans l'un des articles, donc le premier, je cite, « Le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requise de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché. » Donc, on voit qu'il y a quand même une incitation à utiliser un système de pondération qui, donc, visiblement, devrait être un peu multicritère, ne pas se baser uniquement sur le prix. L'article suivant détaille un petit peu plus donc, ce qu'ils entendent par ce système de pondération. Donc, le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de 4 critères d'évaluation. Il doit prévoir également un nombre maximum de points, donc minimum 30 points et jusqu'à 100 points, qui peut être attribué pour une soumission, donc pour un projet. Le système doit mentionner tout critère d'évaluation et le nombre minimal de points qui doit lui être attribué pour que le pointage intérimaire d'une solution soit établi. Le système doit mentionner le facteur variant de 0 et 50 qui s'additionne au pointage intérimaire dans la formule d'établissement du pointage final prévu. Les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire de moins 60 points sont conservées. Et le pointage final se fait en divisant par tous les projets vont se voir recevoir une note. Et tous les projets dont la note va être inférieure en fait, à 70 points
vont être directement renvoyés donc, à toutes les entreprises qui ont fait des soumissions de projets. Et les projets qui auront obtenu au moins 70 points vont être conservés et vont passer donc, à l'étape supérieure donc, pour la décision finale avec le conseil municipal. Donc, comment ça marche un petit peu ce système de points? Ce qu'ils expliquent un petit peu, donc, c'est qu'il y a donc, un certain nombre de critères. Donc, les évaluateurs vont attribuer une note à ces critères-là. Et puis, derrière, en fait, derrière ces critères, il y a une pondération qui est appliquée et qui permet de donner donc, une note globale finale au projet. Il faut savoir que donc, les projets qui vont être sélectionnés, donc ceux qui auront eu au moins 70 points, quand ils vont passer à l'étape de la décision finale, en fait, il n'y a pas vraiment de décision qui est prise parce que la loi impose que le conseil municipal se doit de choisir la proposition qui a eu le meilleur score. Si jamais elle décide de choisir un autre projet qui n'aurait pas obtenu le même score, le plus haut score, elle se doit en fait de revoir tout son système d'évaluation de projet. Donc, à la suite de ce constat, on est parti à la recherche des outils qui sont réellement utilisés pour la sélection dans une municipalité. Et donc, on nous a fourni cette grille. Donc, cette grille, on voit principalement dans les critères que c'est basé sur le soumissionnaire, donc son expérience, l'organisation de l'équipe de projet, la compétence du responsable de projet, la qualité de l'offre de service, etc. Donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que les critères de sélection qui sont pris outre le prix sont principalement tous axés sur le soumissionnaire. Et au final, il n'y a aucun critère qui évalue la qualité du projet dans cette grille-là. On voit également que le projet obtient une note dépendant du critère et de sa pondération. Donc, on peut donner plus ou moins d'importance à certains critères. En revanche, il est systématiquement pondéré à la fin par le prix, ce qui, dans certains cas, dépendant de cette pondération, peut écraser en gros la qualité du projet. Et donc, on se retrouve à choisir l'équipe qui a le plus d'expérience et qui fournit le projet le moins cher. On s'est ensuite penché sur la SQI, la Société québécoise des infrastructures, qui a pour mission d'aider les projets publics, soit avec des mandats de gestion de projet, soit avec un mandat de conseil. Et donc, cette grille est utilisée pour… Alors, cette grille, c'est plutôt pour définir en amont si on peut utiliser le bois ou non et si ça présente un avantage vis-à-vis du projet en question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont certains critères, dont le budget, dont l'échéancier, par exemple, des critères assez logiques pour la gestion du projet, mais ils ont aussi des critères de qualité qui viennent à l'intérieur, comme le confort, le développement durable, l'efficacité énergétique, etc. Donc, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, on a remarqué qu'il n'existe pas de processus d'évaluation de projet qui soit objectif et qui caractérise le projet en soi. Que les grilles sont non adaptées à l'évaluation d'un projet, en somme. Et au vu de nos constats, tu peux passer il manque un morceau. Merci beaucoup. Au vu de nos constats sur l'économie, sur le social, sur la technique, l'environnement et des processus d'évaluation actuels, ça crée une défavorisation du matériau bois. Du point de vue de la méthodologie de recherche, donc comment nous avons procédé pendant cette semaine, donc nous avons fait, donc après avoir fait les recherches sur les différents contextes, nous avons décidé comme nous n'avions pas vraiment trouvé de grille
de grilles sur lesquelles s'appuyer, on a décidé de prendre comme base multicritères le référentiel donc HQE en France, donc haute qualité environnementale, et le référentiel donc LEED en Amérique du Nord. À partir de ces deux labels-là, on a sélectionné donc les critères qui nous semblaient, on a extrait et sélectionné les critères qui nous semblaient pertinents et nous avons essayé de les organiser par catégorie. Donc nous avons fait une réflexion autour de la présentation de ces critères avec donc une première option et une seconde option que nous allons vous présenter donc par la suite. Et puis nous avons aussi également donc commencé à réfléchir un peu sur le système de pondération et notamment une pondération dynamique. Voici les critères que nous avons décidé de retenir et qui nous semblaient intéressants donc à garder pour avoir cette vision-là objective et intégrée pour les processus d'évaluation de projet. Donc, on va noter, donc on a pensé aux critères de durabilité du mode constructif. Donc, dans la phase de conception, ça s'exprime plutôt par rapport à la fonctionnalité et la compatibilité avec l'usage. Dans la phase d'exploitation, l'adaptabilité dans le temps. Dans la phase de fin de vie du bâtiment, la pérennité de l'ouvrage, la facilité de déconstruction. Un autre critère serait le matériau et procédé de construction, donc à savoir si c'est plus ou moins durable. Les ressources locales, donc d'où proviennent les matériaux, si on fait appel à des entreprises locales, l'économie circulaire. Les nuisances du chantier. Ensuite, l'efficacité énergétique, donc notamment pendant la phase de conception, donc s'il s'agit d'une conception par exemple bioclimatique, et en phase d'exploitation, donc par rapport aux besoins de chauffage et d'éclairage. Un autre critère serait les énergies renouvelables locales, donc l'éolien, le solaire, etc. Un autre critère pourrait être la gestion des eaux pluviales, à savoir s'il y a un système de recyclage, de récupération qui est prévu ou des traitements intégrés sur site. Un autre critère pourrait être les émissions de carbone. Pareil, idéalement à prendre en compte donc en phase de mise en œuvre, d'exploitation et de fin de vie du bâtiment. La gestion des déchets, pareil, pour les 3 phases de vie du bâtiment. La gestion de la pollution, idem sur les 3 phases. Donc en mise en œuvre, regardez le chantier, c'est un chantier à faible impact environnemental, donc chantier propre. Les phases d'exploitation et de fin de vie, analyser donc les émissions COV des matériaux, la pollution que ça peut engendrer au niveau du sol, pendant la phase d'exploitation, les traitements liés à l'entretien, etc. Un autre critère serait la maintenance et entretien du bâtiment, donc la facilité et la fréquence. Le ratio surface perméable et imperméable, donc à savoir plus c'est végétalisé, et plus le score sera meilleur. Le confort thermique, donc hygrothermique, donc hiver-été, la perméabilité à l'air de l'enveloppe, les déperditions thermiques de l'enveloppe. Le confort acoustique, donc en phase de conception, voilà, par exemple dans le cadre d'une école, l'isolation au choc, quand les enfants courent par exemple, transmission des parois. En phase d'exploitation, en phase de mise en œuvre, donc les nuisances sonores sur chantier au moment de la mise en œuvre du bâtiment. On peut noter aussi le confort visuel, donc lié à l'éclairage naturel, le pourcentage d'ouverture. Et enfin, le mode de transport et accès, donc selon si le projet favorise les modes de transport doux alternatifs, s'il y a par exemple des endroits pour garer les vélos, par exemple, et l'impact du stationnement sur le site. Donc ça, c'est l'option. Donc l'option B qu'on vous présente, c'est un système de classement donc de ces critères-là, donc plutôt par thématique. Et les thématiques qui sont énoncées ici, donc équipe porteuse de projet, gestion de projet, territoire et site, solidaire, social et économie, ressources et matériaux, et confort et santé, sont des thématiques qui sont directement inspirées
de celles qu'on a trouvées dans les démarches HQE et LEED, donc certaines qu'on a créées, mais pour la plupart que nous avons récupérées de ces démarches-là, pour avoir peut-être, voilà, c'est un exemple pour avoir une autre vision de ces critères-là, donc classés thématiquement différents. Ouais, voilà. On a également porté une réflexion particulière sur le système de pondération, puisque les évaluateurs vont eux-mêmes devoir porter des notes sur les critères que Morgane vient d'énoncer. À ce moment-là, nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit un outil d'évaluation préétabli, en ce sens où les évaluateurs ne définissent pas les critères, bien évidemment. Donc, la municipalité définit les critères que ce soit ceux qu'on a proposés ou autrement, et la pondération, donc l'importance relative de ces critères-là à l'ensemble du projet. De cette façon-là, on le voit tout de suite, l'attribution des notes va nous donner une note globale qui va être en fonction de la pondération des critères. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment un exemple simplifié qu'on voit ici là, à droite, mais vous comprenez l'idée. On peut passer à la prochaine. Ouais. On va poursuivre dans une optique de limites, donc les limites de ce qu'on a pu réaliser cette semaine. Premièrement, comme on l'a déjà mentionné, il y a un manque de références pour les outils d'évaluation. Donc, on a eu accès à la grille de la SQI, bien évidemment, et une grille municipale. Mais malgré nos recherches, on n'a pas trouvé d'autres outils d'évaluation. Donc, soit le milieu est hermétique ou l'information n'est pas disponible, quoi que ce soit, mais effectivement, il y avait un manque de référence des outils d'évaluation. On a pallié à ce manque-là en s'adressant aux certifications environnementales qu'on vous a présentées plus tôt, LEED et HQE. Sinon, les limites également de ce qu'on a réalisé cette semaine, la pertinence dans le choix des critères et leur pondération. C'est sûr que pour que ce soit fondamentalement vérifié, ça va demander une étude plus fine sur la pertinence de chacun des critères et de leur pondération. Aussi, c'est que certains critères qu'on a énoncés, mais qui vont aussi, s'ils sont à l'étude, donc une des difficultés qui va apparaître par rapport à ça, c'est que certains critères sont difficiles à évaluer en phase de conception. Donc, il est difficile de noter, par exemple, la consommation énergétique d'un bâtiment tant que le bâtiment n'est pas construit. Ou sinon, les livrables sont plus... Il s'agit de trouver les bons livrables pour être capable de les évaluer correctement. Également, il faut savoir trouver un équilibre entre un outil qui est à la fois flexible, donc qui permet aux municipalités de décider vraiment, que ce soit par la pondération ou par la sélection de critères, de faire un outil qui est flexible, qui leur permet de projeter leur vision aux appels d'offres, mais qui est suffisamment directif également pour amener les municipalités à voir, à ne pas reproduire les erreurs ou les manquements qu'on voit aujourd'hui, puis que dans quelques années, on se retrouve avec une nouvelle grille qui présente qu'un seul aspect, par exemple. Et il va falloir aussi relever le défi d'adaptabilité au public cible. Donc, c'est sûr que c'est les limites un peu là, de notre étude. Nous, on l'a fait le plus possible dans une vision qui s'adressait à un panel d'évaluateurs non experts. Donc, dans le choix de nos critères ou de la pondération, c'est quelque chose qui va devoir être étudié le plus en profondeur pour vraiment savoir qui sont ces non-experts. Est-ce que, par exemple, ils sont familiers avec les aspects techniques ou est-ce qu'ils sont familiers avec les questions en relation avec ça? Finalement, les perspectives possibles, donc j'en ai déjà un peu parlé, mais l'objectif à long terme, c'est de développer un outil d'aide à la décision pour l'évaluation objective et intégrée des projets de construction. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on s'est rendu compte que les outils qui existent en ce moment sont incomplets et ils sont aussi défavorables à l'utilisation du matériau bois. Donc, en réponse à notre question qui nous avait été posée par le réseau. Donc, nous, au lieu de, comme mon collègue Baptiste a dit, tomber dans une éloge du bois, une énième éloge du bois, on s'est dit que ce serait pertinent de faire un outil qui met des règles du jeu claires et justes. Même si certains matériaux, avec leurs propriétés et leurs valeurs intrinsèques, vont être plus performants dans certains critères, on pense que le bois sait se défendre dans une arène qui est plus équilibrée.
Donc, ça, c'est l'objectif à long terme de ce que nous, on propose. Les objectifs à court terme, bon, bien, effectivement, la définition des critères et de leur pondération. Donc, nous, on en a proposé. C'est ce qu'on a été capable d'aller chercher durant notre recherche. Par contre, effectivement, ça va prendre une étude plus fine. La définition des livrables pour l'évaluation du projet, donc, comme j'ai dit dans les limites, un peu, de vraiment pouvoir s'appuyer sur comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on note ces fameux critères-là. Évaluer les impacts des coûts indirects à l'évaluation. C'est mal formulé, mais voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est que oui, le prix veut tout dire et rien dire à la fois, en fait. Donc, c'est sûr que le prix doit être pris en compte à l'évaluation d'un projet d'infrastructure, mais il y a plusieurs façons de le voir. Est-ce qu'on le prend en fonction du prix total ou on pourrait également faire une double pondération en fonction de l'importance du prix ou les coûts indirects reliés à, par exemple, utiliser telle ou telle technologie pour les sols ou l'isolation ou le bruit, etc. Donc, ça pourrait effectivement être un objectif à court terme. Aussi, il va falloir définir un organe de diffusion de l'outil. Nous, ce qu'on avait pensé, c'est peut-être l'Union des municipalités du Québec, dans un esprit de standardisation des outils pour toutes les municipalités. Après, comment est-ce que ça va être reçu par les municipalités? Est-ce que ça va être utilisé? C'est un peu le point marketing et faire valoir de l'outil. Un autre objectif à court terme, c'est d'établir une stratégie d'implantation de l'outil au niveau municipal. Donc, un peu dans la même idée que ce que je viens de vous communiquer, mais aussi en gardant en tête les jeux de politique qu'il pourrait y avoir entre le provincial, le fédéral, le municipal. Donc ça, c'est des défis qui vont être à relever définitivement quand va venir le temps de faire la diffusion de l'outil. Et finalement, on a cru bon de le rajouter parce que, bon, il faut poursuivre les efforts de promotion du matériau bois. Comme j'ai dit plus tôt dans le contexte économique, c'est un défi qui est relevé à tous les jours par notamment un bon nombre de nos partenaires, mais c'est des efforts qui doivent être encore présents là, dans le futur très rapproché. Oui. Donc voilà. Donc, on termine la présentation avec une citation de notre directeur du réseau MRQ qui dit « On dit toujours que le bois est le matériau du futur, mais il me semble qu'il serait grand temps que ce soit le matériau du présent. » Donc, je veux prendre le temps tout de suite de remercier vraiment beaucoup Baptiste, Morgane puis Louis-Joseph pour le travail colossal et d'une qualité exemplaire qu'ils ont fait en une semaine. Donc, tout ce que vous venez de voir, ça a été réalisé en une semaine. Merci aussi à nos mentors, donc Sylvain, Gérald, Maude, Véronique et Christelle pour leur accompagnement. Merci à la Ville de Chapec qui ont aidé, ils nous ont donné de l'information pour mieux comprendre le processus de décision des municipalités. Merci également au FRQNT qui finance le réseau en grande partie, puis à nos partenaires, nos 3 principaux partenaires, FP Innovation, Erex Énergie, Secobois. Puis également à tous les autres partenaires que vous voyez là, ici présents.